Les addictions. Le plan du cours portera sur l'épidémiologie, l'intérêt de la question, définition, critères diagnostiques du trouble addictif, modalités de consommation de substances psychoactives, classification des substances psychoactives, prise en charge, mesures législatives. Sur le plan épidémiologique à l'échelle mondiale, selon l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, 155 à 250 millions de personnes ont consommé des substances illicites au moins une fois en 2008. Ces consommateurs de cannabis représentent 129 à 190 millions de personnes. Ils constituent le groupe le plus important. Les amphétamines se classent au deuxième rang des drogues les plus fréquemment consommées, suivies de la cocaïne et des opiacés. En Algérie, en 2010, 300 000 consommateurs de drogue âgés entre 12 et 35 ans, selon une enquête de l'Office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie. Plus de 126 tonnes de résine de cannabis ont été saisies en Algérie durant l'année 2015. C'est la drogue la plus consommée, suivie par les médicaments psychotropes. Donc, la consommation de drogue ou addiction ou toxicomanie, c'est un véritable problème de santé publique. Il y a des répercussions individuelles qui sont très importantes, ainsi que collectives. Les conséquences médico-légales et économiques également sont importantes. Et ce qui est plus grave, c'est que ce fléau social touche de plus en plus des classes d'âge de plus en plus jeunes. Et ceci nécessite une prévention, notamment une planification à grande échelle et des mesures thérapeutiques adéquates. Échec de politique de prohibition par élévation des prix des produits et donc des bénéfices, augmentation spectaculaire des consommateurs, du trafic, de la criminalité, mise en place de politiques sécuritaires ou de réduction des risques, notamment par le procédé de substitution à la méthadone, autorisation de consommation de drogues dites douces comme le cannabis, donc certains pays, notamment les Pays-Bas. Au début du XXe siècle, la notion d'addiction en Angleterre prend son essor. Ce mot a son origine dans le mot latin addicere qui désigne ceux qui, du fait de leurs dettes, sont devenus des esclaves de leurs créanciers. L'addiction est un processus complexe par lequel un comportement qui peut fonctionner à la fois pour produire du plaisir et pour soulager un malaise intérieur se caractérise par l'échec répété dans le contrôle de ce comportement et la persistance de ce comportement en dépit des conséquences négatives significatives. Des données plus récentes définissent l'addiction comme un trouble caractérisé par un processus récurrent, c'est-à-dire que c'est un processus qui se répète, comprenant l'intoxication répétée, puis l'installation progressive d'une dépendance s'accompagnant d'une tolérance et d'un besoin compulsif de consommer. Les critères diagnostiques du trouble addictif. Échec répété de résister à l'impulsion d'entreprendre un comportement spécifique, sentiment de tension augmentant avant de débuter le comportement, sentiment de plaisir ou de soulagement en entreprenant le comportement, sentiment de perte de contrôle pendant la réalisation du comportement. Au moins 5 des items suivants. D'abord, fréquentes préoccupations liées au comportement ou aux activités préparatoires à sa réalisation.
fréquence du comportement plus importante ou sur une période de temps plus longue que celle envisagée, effort répété pour réduire, contrôler ou arrêter le comportement, importante perte de temps passé à préparer le comportement, le réaliser ou récupérer de ses effets, réalisation fréquente du comportement lorsque des obligations occupationnelles, académiques, domestiques ou sociales doivent être accomplies, d'importantes activités sociales, occupationnelles ou de loisirs sont abandonnées ou réduites en raison de ce comportement. Poursuite du comportement malgré la connaissance de l'exacerbation des problèmes sociaux, psychologiques ou physiques persistants ou récurrents déterminés par ce comportement. La tolérance est un besoin d'augmenter l'intensité ou la fréquence du comportement pour obtenir l'effet désiré ou effet diminué si le comportement est poursuivi avec la même intensité. Agitation ou irritabilité si le comportement ne peut être poursuivi. Grand F, certains symptômes de troubles ont persisté pendant au moins un mois ou sont survenus de façon répétée sur une période prolongée. Les modalités de consommation des substances psychoactives. Alors on a trois grandes modalités de consommation. D'abord l'usage, l'abus et la dépendance. Donc l'abus et la dépendance sont les modalités de consommation problématiques. On les appelle également des troubles liés à l'utilisation d'une substance. L'usage simple est caractérisé par la consommation de substances n'entraînant ni complications somatiques ni dommages. L'abus ou l'usage nocif, c'est un abus de substance au sens du DSM-4 et au sens de la CEM-10. Il est dit usage nocif. Il est caractérisé à la fois par la répétition de la consommation et par la constatation de dommages dans les domaines sociaux, somatiques ou judiciaires. Les critères de l'abus selon le DSM-4. Tout d'abord, le mode de consommation d'une substance. Il s'agit d'un mode de consommation d'une substance psychoactive provoquant une altération du comportement de façon à ce que l'on puisse constater la présence d'une ou plusieurs de ces manifestations pendant une période d'1 an. Premièrement, une consommation répétée d'une substance provoquant une incapacité à remplir des obligations de la vie professionnelle, à l'école, à la maison. Deuxièmement, une utilisation répétée d'une drogue dans des situations pouvant être physiquement dangereuses telles que la conduite automobile sous influence d'une drogue. Troisièmement, des infractions répétées liées à l'utilisation d'une substance, notamment une arrestation pour violence. Quatrièmement, la prise d'une substance malgré l'existence de problèmes personnels ou sociaux, ceux-ci pouvant être causés ou amplifiés par ses effets. Grand B, les symptômes ressentis n'ont jamais atteint le stade de dépendance. L'abus ne fait pas référence à la notion du caractère licite ou illicite des substances. La dépendance. La dépendance à une substance se définit comme une entité psychopathologique et comportementale en rupture avec le fonctionnement habituel du sujet. C'est-à-dire, il y a un changement de fonctionnement par rapport au fonctionnement antérieur du sujet. Aux signes habituels de pharmacodépendance que sont la tolérance, c'est-à-dire besoin d'augmenter les doses pour obtenir les mêmes effets, et le sevrage, c'est-à-dire syndrome physique survenant en cas de privation du produit, s'associent pour définir la dépendance des signes traduisant la recherche compulsive du produit, ou craving, expression d'un besoin majeur et incontrôlable avec l'impossibilité
d'arrêter la consommation malgré ses conséquences somatiques et sociales. Les critères de dépendance selon le DSM-4, version révisée. La dépendance est installée quand l'usager présente 3 ou plus des manifestations suivantes à n'importe quel moment sur une durée d'1 an. Existence d'une tolérance caractérisée par le besoin d'augmenter les doses de la substance pour obtenir l'effet désiré ou un effet diminué pour un apport continu d'une même quantité de produit. Deuxièmement, existence d'un syndrome de sevrage caractéristique de la substance qui nécessite la prise de la substance pour ne plus ressentir les symptômes. Troisièmement, la prise de la substance se fait sur une durée plus longue que celle prévue initialement ou se fait en plus grande quantité. Quatrièmement, des efforts infructueux sont réalisés dans le but de diminuer ou contrôler la consommation. Cinquièmement, un temps important est nécessaire pour se procurer, consommer cette substance et de récupérer des effets de celle-ci. Sixièmement, la réduction voire l'abandon des activités sociales, de loisirs et occupationnelles à cause de la prise du produit. Septièmement, l'usager continue à prendre cette substance malgré la présence d'un problème physique ou psychologique persistant ou récurrent, déterminé ou exacerbé par celle-ci. L'usager va avoir sa vie quotidienne largement, voire exclusivement, tournée autour de la quête et la consommation de cette substance, bien qu'il soit conscient des effets néfastes de celle-ci sur lui et sur son entourage. Selon le DSM-5, il y a eu un changement. Les termes abus et dépendance ont disparu au profit du terme trouble de l'usage d'une substance psychoactive. Alors, selon le DSM-5, il s'agit d'un mode d'usage problématique de la substance entraînant au moins 2 manifestations à un moment quelconque d'une période continue de 12 mois. Substance prise en quantité plus importante ou pendant une période plus prolongée que prévu. Désir persistant ou effort infructueux pour diminuer ou contrôler l'utilisation de la substance. Beaucoup de temps passé ou pour obtenir la substance, à utiliser le produit ou à récupérer ses effets, le craving ou désir irrésistible de consommer la substance. Difficulté à remplir ses obligations professionnelles, scolaires ou familiales à cause de la consommation répétée de la substance. La poursuite de la consommation malgré des problèmes relationnels ou sociaux persistants susceptibles d'avoir été causés ou exacerbés par la substance. Activités sociales, professionnelles ou de loisirs importantes, abandonnées ou réduites à cause de l'utilisation de la substance. Consommation répétée de la substance dans des situations potentiellement dangereuses. Utilisation de la substance poursuivie malgré des problèmes psychologiques ou physiques persistants susceptibles d'avoir été causés ou exacerbés par la substance. Tolérance définie par l'un des symptômes. Besoin de quantité plus forte de la substance pour obtenir une intoxication ou l'effet désiré. Effet nettement diminué en cas d'usage continu de la même quantité de substance. Le sevrage est caractérisé par l'une ou l'autre des manifestations suivantes. Syndrome spécifique de sevrage. Consommation de la substance pour diminuer les symptômes de sevrage. Classification des substances psychoactives. Tout d'abord les psychodysleptiques ou hallucinogènes, cannabis et dérivés, le diéthylamide de l'acide lysergique ou LSD, la mescaline, la psilocybine, la phencyclidine, les solvants organiques comme l'éther et l'école. Les amphétamines qui peuvent procurer un état d'hypervigilance avec expansivité thymique, c'est-à-dire des accès maniaques et intellectuels. Et c'est
ces patients seront excités sur le plan psychomoteur. L'intoxication aiguë donne un tableau d'allure maniaque. Quand elle est massive, elle peut provoquer un délire paranoïde. La cocaïne, c'est un alcaloïde extrait de la feuille de coca. Également peut procurer un état d'euphorie avec exaltation intellectuelle et hyperactivité et une hypervigilance. Les antiparkinsoniens de synthèse, notamment le Parkinal, ont un effet psychostimulant et euphorisant, avec parfois un syndrome confuso-onirique. L'alcool, l'intoxication donne des ivresses pathologiques, des complications de sevrage, un délire onirique, une encéphalopathie de Gueito-Wernicke et même on peut avoir une démence alcoolique. Les psycholeptiques ou sédatifs, ce sont les tranquillisants et les hypnotiques, notamment les benzodiazépines, les barbituriques et les carbamates, rarement utilisés seuls, associés en général à la prise d'alcool ou d'autres produits, dans le but de rechercher un état d'euphorie, de relaxation et de bien-être. Les barbituriques et certains hypnotiques ont une tolérance rapide, ainsi qu'une dépendance physique et psychique. Les opiacés, on les appelle également les stupéfiants. Ils ont un potentiel addictogène très important. On cite l'opium, la morphine, l'héroïne. Ce sont des produits dangereux qui entraînent une dépendance physique et psychique et une tolérance inéluctable. C'est-à-dire, le consommateur de ces opiacés aura tendance à augmenter les doses pour avoir le même effet. Il n'obtiendra jamais le même effet. À la période d'initiation, ils ont pour effet une euphorie avec exaltation sensorielle et intellectuelle. Les injections intraveineuses d'héroïne provoquent une brutale sensation de plaisir, c'est ce qu'on appelle les flashs. Les drogues synthétiques, comme le dolosal, l'éthiopathogénie. Donc, l'éthiopathogénie est multifactorielle. Donc, on peut avoir une vulnérabilité biologique, une vulnérabilité psychologique. En ce qui concerne la vulnérabilité génétique, nous avons remarqué que dans les familles de toxicomanes, il y a un taux élevé de personnalité antisociale. La dépression est fréquente dans ces familles. L'hérédité psychopathologique est présente. Il y a le facteur héréditaire dans l'alcoolisme, dans les pharmacodépendances. On a remarqué également un spectre génétique de vulnérabilité à ces pathologies. On a remarqué la présence du gène DRD2 qui a été incriminé dans la survenue d'une toxicomanie, surtout pour la cocaïne. En ce qui concerne la vulnérabilité neurobiologique, elle a pour support le système de récompense, qui est composé du noyau accumbens et de neurones dopaminergiques. En temps normal, il est déclenché par la stimulation naturelle de l'appareil sensoriel et atteint directement le système de récompense. La vulnérabilité psychologique, les motivations sont multiples, notamment la recherche naïve d'une communion, augmentation des performances, intolérance aux frustrations, besoin d'affirmation de soi, curiosité, attraction, fascination, évasion, provocation, connotation antisociale. Donc tout ça, c'est les motivations qui peuvent exister pour que le patient rapporte en ce qui concerne la consommation des toxiques. Le contexte psychopathologique et sociologique, l'aspect psychologique et psychopathologique. Donc, pour parler d'addiction, pour parler de toxicomanie, il faut la présence de 3 facteurs. Tout d'abord, il y a l'exposition, c'est l'environnement.
il y a une personnalité qui est vulnérable et il y a le facteur addictogène de la toxicité du produit. Donc pour faire un toxicomane, il faut qu'il y ait une personnalité vulnérable, un environnement propice et un produit ou une drogue. Donc il y a trois éléments: le produit, l'environnement et la personne. Les troubles fréquemment associés à l'addiction sont la personnalité antisociale, les tendances dépressives des états limites et des personnalités narcissiques, la structure névrotique et la structure psychotique. Les aspects sociologiques: les facteurs sociaux majorent la consommation de drogue, besoin d'appartenance à un groupe, tendance familiale à la consommation de substances psychoactives, l'alcool et le cannabis, les relations familiales précocement perturbées, la précarité, l'isolement socio-économique, la désinsertion, le chômage. Et il y a un facteur qui est très important, c'est l'accessibilité aux drogues. En ce qui concerne la prise en charge, il y a deux volets: le volet thérapeutique et le volet préventif. En ce qui concerne le volet thérapeutique, le traitement n'est indiqué qu'en cas d'usage périodique ou chronique entraînant une pharmacodépendance. Donc il faut éviter deux positions extrêmes, le rejet et la réprobation. Il faut éviter d'être laxiste. Il faut avoir une attitude empathique envers le patient et savoir respecter la neutralité bienveillante pendant l'entretien en addictologie. Certains indices doivent inquiéter le médecin, c'est-à-dire l'absence de motivation quant à l'arrêt, quelqu'un qui n'est pas motivé pour arrêter cette drogue, un milieu familial qui est déséquilibré, qui est dissocié ou bien rigide, absence de formation ou de projet professionnel, c'est quelqu'un qui n'a pas d'occupation. Le traitement curatif, il est basé sur l'entretien motivationnel. La maturation d'un désir de sevrage est indispensable. Le thérapeute doit participer à son élaboration afin de faire émerger la motivation et la volonté d'abstinence. L'abstinence, c'est l'arrêt de la substance. C'est le sevrage. La disponibilité, l'écoute, la permanence des espaces thérapeutiques sont des éléments indispensables. L'implication de la famille également. La famille doit être portante et doit être active dans la prise en charge du patient. La cure de sevrage implique un contrat thérapeutique rigoureux entre le thérapeute et le toxicomane. Elle s'appuie sur un sevrage rigoureux durant cette cure. La durée de la cure est variable de 4 à 8 semaines, permet de pratiquer un examen complet, des examens biologiques de retentissement, sérologie systématique, syphilis, sida, également les hépatites, traitement des troubles psychopathologiques associés, des dépendances à l'héroïne et cannabis, sevrage en milieu hospitalier, la suppression totale du toxique. Le sevrage est aidé par la correction des troubles à l'aide d'une benzodiazépine et par un produit de substitution, notamment la méthadone. Quand il s'agit de prise d'opiacés, notamment l'héroïne, il faut un produit qui est notamment aussi fort que la drogue en question, consommée par le patient. La post-cure, c'est une étape fondamentale à la consolidation des traitements antérieurs.
les psychothérapies individuelles ou de groupe, ergothérapie, la resocialisation, l'hôpital de jour peuvent être une solution à maintenir l'abstinence, c'est-à-dire le malade il a fait sa cure de désintoxication, quand il va sortir on doit maintenir cette abstinence. Et comment? C'est la post-cure. Il faut, si c'est un malade qui n'est pas occupé, il faut l'occuper au maximum. Et dans tous les cas, il faut que le malade subisse des psychothérapies individuelles ou de groupe. Et une activité ergothérapique, une resocialisation, ça dépend des cas. Les psychothérapies en post-cure ont pour but de conforter le narcissisme défaillant. Sont également conseillés des séjours dans des centres de post-cure spécialisés où sont combinées les techniques psychothérapeutiques. Le traitement préventif, d'abord la prévention primaire, il va agir sur la commercialisation du produit, le programme d'information des jeunes à l'école quant à la nocivité des drogues. Donc il faut faire des séances de sensibilisation des adolescents. Ça commence parce que ça commence à un jeune très avancé. Le rôle des masses médias, la sensibilisation, l'information et la dramatisation. Les débats, les groupes de parole. La prévention secondaire a pour but de poser un diagnostic précoce de la dépendance et consiste à prévenir la dépendance chez un usager occasionnel par exemple. Le risque évolutif est fonction des antécédents des conduites délinquentielles, une tendance à l'impulsivité, une difficulté d'adaptation professionnelle, l'alcoolisme parental. Les niveaux d'action se situent chez les généralistes, psychiatres, centres d'accueil spécialisés. La prévention tertiaire a pour but d'éviter l'aggravation de la toxicomanie avec ses conséquences fâcheuses ou d'éviter les rechutes en post-cure. Recherche d'une intégration socio-familiale et professionnelle. Les ateliers protégés, les clubs de rencontres, les cellules d'écoute sont des exemples concrets. La famille doit être impliquée dans la démarche préventive, soutenue et rassurée dans sa démarche de compréhension du toxicomane. Les mesures législatives. Elles visent particulièrement à la consommation illicite et le contrôle des drogues. Intervention au niveau de la santé publique et mentale, l'aide sociale, la délinquance juvénile, le logement, l'enseignement et la réinsertion socio-professionnelle.